silence, hein, pour que ça soit facile. Bonjour Christophe Fachon. Donc vous avez un parcours tout à fait intéressant d'innovation dans le champ agroalimentaire. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots votre parcours? Absolument, bonjour à tous. Eh bien, effectivement, un parcours en recherche en agroalimentaire avec une formation de base de ce qu'on appelle food technologist, c'est-à-dire en ingénieur en agro, et une expérience en entreprise de 22 ans. Hein. Et cette expérience en entreprise, dans les métiers de la recherche et du développement, avec des belles sociétés comme Danone, et plus particulièrement dans la confiserie. Alors je ne vais pas faire comme son illustre président qui avait sorti de sa poche un carambar, je n'ai pas, mais j'ai commencé chez Carambar, avec les blagues du carambar, et puis pour évoluer vers des métiers de la chocolaterie, également un passage dans les boissons avec Orangina Schweppes, et pour terminer sur le métier du chewing-gum au niveau Europe, avec des marques comme Stimorol, Hollywood, Malabar, etc. Et aujourd'hui, vous êtes le directeur donc, du groupe ISA. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur ce groupe et la manière dont vous l'avez imaginé et fait évoluer surtout? Alors l'ISA est une école qui a 50 ans. 50 ans, c'est une école qui fait partie du groupe HEI ISA ICEN, donc 3 écoles d'ingénieurs qui se sont groupées. La particularité de l'ISA, c'est une école qui à la fois forme des ingénieurs. Nous avons 1200 étudiants. Sur ces 1200 étudiants, 1000 sont en formation ingénieur, 200 sont dans nos formations spécialisées, comme par exemple les masters internationaux. Et sur ces 1000 ingénieurs, environ 30% sont formés par l'alternance, par l'apprentissage. Et on rentre à l'ISA pour faire quoi? Parce que déjà on aime les métiers, on aime la biologie, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans la biologie, on est attiré par les sciences du vivant qui tournent autour de l'agroalimentaire, autour de l'agriculture, autour de l'environnement et du paysage. Donc ce sont nos 4 filières. Bien sûr, il y a les métiers de base transversaux à tous les ingénieurs que sont le marketing, le management, la finance et l'économie et la gestion. Alors voilà. Donc peut-être pour illustrer un petit peu ce que ça représente, c'est quoi l'agriculture. Alors bien sûr, les métiers de l'agriculture, ce sont les métiers qui s'ouvrent à toute la filière, à l'ensemble de la filière. Et là, on essaye à la fois d'expliquer et d'apprendre comment on fait l'agriculture d'aujourd'hui, mais également de donner de la prospective, et ça sera, je pense, la thématique de notre réflexion sur l'agriculture de demain. On a une thématique très forte qui est l'agriculture de précision. Comment produire mieux, exactement là où il faut et comme il faut. Ça, c'est la première chose. L'agroalimentaire, l'innovation en agroalimentaire, produire également de manière durable. Je pense qu'on en parlera de manière qui puisse pour à la fois répondre aux besoins de nos populations et puis aux besoins des futures générations. Tout à fait. L'environnement, ça c'est quelque chose qui est clé, transversal également chez nous, avec une thématique sur on appelle la dépollution des sols, la bioremédiation des sols. Et puis toute une équipe qui travaille sur le paysage, parce que notre environnement, même en ville, eh bien, les arbres, toute la partie paysagée des endroits où nous vivons sont extrêmement importants et doivent être pensés dès leur conception. Voilà. Alors peut-être ce qui est intéressant, puisque notre thématique fédérative, c'est les écosystèmes innovants, la question que nous posons à nos différents invités, c'est qu'est-ce que c'est que l'innovation? Alors peut-être à travers votre carrière, quelle est votre réponse à cette question majeure? Qu'est-ce que c'est que l'innovation? Et peut-être aussi vous pouvez faire le lien avec qu'est-ce que c'est qu'un écosystème innovant, d'autant plus que dans l'agriculture, vous avez affaire à des écosystèmes. À des écosystèmes, tout à fait. Alors déjà, l'innovation, on a tendance à réduire l'innovation aux produits. Il faut savoir que l'innovation, on la retrouve partout. On la retrouve bien sûr dans la façon de fabriquer ou de concevoir un produit, mais on la trouve également dans la façon de le distribuer, dans la façon de le vendre, dans la façon de l'approvisionner. Donc c'est bien un ensemble d'innovations. Ça c'est la première chose. En alimentaire, c'est un peu particulier parce que on a des différents niveaux. Il faut se repositionner également au niveau mondial. Il y a autant de personnes
qui souffrent de surpoids, d'obésité, de maladies cardiovasculaires, etc., que de personnes qui meurent de faim. Ouais, c'est ça. Donc il y a bien savoir produire pour tout le monde, comment produire et comment produire de manière à la fois à nourrir le monde, mais également maintenir le monde en bonne santé. Donc ça, ce sont des données, des problématiques qui structurent nos façons de réfléchir, d'accord, et nos façons d'innover. Ça, c'est la deuxième chose. Il y a quelque chose de très fortement enraciné dans notre façon d'innover et de la façon d'aider et de mettre nos étudiants dans ce processus d'innovation, c'est d'être connectés le plus rapidement possible avec l'utilisateur final, le consommateur. Parce qu'une bonne innovation ne se conçoit pas dans un laboratoire qui est déconnecté de l'utilisateur final. Oui, il faut qu'elle trouve son marché. Il faut qu'elle trouve son marché. Et puis, c'est cette fameuse co-construction. Et c'était déjà utilisé dans les années 2000, où on a ouvert l'innovation, on l'a sortie des laboratoires R&D pour les travailler avec le marketing, avec le consommateur, etc. et être au plus proche de l'utilisation finale. Oui, c'est d'autant plus important dans l'alimentaire où les personnes ont des habitudes alimentaires qui sont différentes d'un pays à l'autre, d'un quartier à l'autre, d'une famille à l'autre. Vous avez des habitudes alimentaires qui sont totalement différentes, qui sont vraiment dans les racines, d'accord, du consommateur. Et puis, vous avez une particularité lorsque vous utilisez des produits alimentaires, c'est que vous les ingérez. Ça veut dire qu'on ne va pas vous demander, vous allez ingérer des choses avec lesquelles vous êtes en accord. D'accord. Alors, sur le thème des écosystèmes, ce qui est très très intéressant, c'est que vous travaillez bien sûr dans un écosystème humain, qui est les chercheurs, on vient d'en parler, le consommateur, mais par définition, la chaîne agroalimentaire vous fait travailler avec des animaux et des végétaux. Donc comment vous voyez évoluer ces relations tout à fait particulières, des parties prenantes qu'on pourrait oublier, qui sont bien évidemment les générations futures, on l'a évoqué dans l'esprit du développement durable, mais aussi ce que Michel Serres nous invite à considérer, c'est-à-dire ces parties prenantes qui ne peuvent pas parler, que sont les plantes et les animaux. Alors, vous avez tout à fait raison. Je vais prendre deux exemples. Je vais revenir sur l'agriculture de précision. La première chose, c'est pourquoi cette réflexion? On sait vis-à-vis des générations futures, on sait vis-à-vis de l'environnement que nous avons besoin d'utiliser le mieux possible et aux doses les plus justes possibles pour la pérennité de nos systèmes, les traitements phytosanitaires qui font quand même, il ne faut pas oublier que grâce à ces molécules, d'accord, que l'on peut qualifier d'artificielles, on a quand même fait d'énormes progrès en une centaine d'années. Oui, on a multiplié par 10, c'est ça à peu près, même plus? À la fois sur les rendements, tout à fait d'accord, mais également sur la qualité, d'accord, et la qualité dit également la qualité sanitaire. Ça veut dire que quand vous avez malheureusement encore quelques fois, mais c'est extrêmement rare maintenant, des toxi-infections, des personnes qui meurent de toxi-infections alimentaires, il faut savoir que vous reculez simplement d'une petite centaine d'années et vous aviez ça de manière extrêmement répandue. Donc ce sont des choses qui sont des progrès considérables, mais il faut savoir maintenant, on n'est plus dans le traitement de masse, on est dans le traitement au plus juste possible. D'accord ? Donc ça, ce sont des évolutions qui, vis-à-vis de la plante, vis-à-vis de la nature, dont nous avons totalement pris conscience et qui sont intégrées dès la réflexion et dès le démarrage des études pour nos futurs ingénieurs. Une autre, vous parlez des animaux. Eh bien, dans notre école, on a une équipe qui travaille sur le bien-être animal. C'est-à-dire comment mesurer le bien-être animal. Un animal d'élevage va être dans des conditions, dans certaines conditions, et comment arrivons-nous à prouver, à montrer qu'il est dans des conditions qui font qu'il a une vie qui est agréable pour lui, et qu'il ne souffre pas, qu'il est en condition de souffrance. Ce sont toutes ces choses que l'on essaye et qui se développent de plus en plus, et qui interpellent également de plus en plus les jeunes générations. Ça veut dire que peut-être qu'à une époque, on s'en souciait assez peu. Maintenant, ce sont des questions qu'on a des jeunes étudiants qui rentrent dans nos écoles, même aux journées portes ouvertes. Donc ce sont des points qui vraiment les touchent. Ils ont à peine 18 ans.
Alors, c'est très vrai, mais il y a un espèce de paradoxe. On l'a bien mesuré dans la région. On vient d'ouvrir la fameuse ferme des 1000 vaches. Oui. Il y en a, je crois que 150 actuellement, donc il y a tout un débat sur ce type de grande structure. Vous avez commencé votre carrière dans le monde des sucreries, des boissons, etc. On sait très bien que c'est en partie la cause du surpoids. Comment est-ce que vous dites on va passer de l'un à l'autre? Est-ce que vous dites non, ça s'est passé, tout va changer? Quel est le lien entre les deux? Quelle est la cohérence entre les deux? On ne va pas passer, il n'y a pas, c'était mauvais avant, ça sera beaucoup mieux dans le futur. Il y a vraiment une notion de gradient. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, on a vu, il y a peut-être sûrement des choses que l'on a fait, peut-être pas volontairement, et loin de là. Ça veut dire que tout simplement, on n'avait pas les mêmes sensibilités, on n'avait pas les mêmes problématiques et les mêmes savoirs. D'accord. Et pour reprendre sur la partie de la sucre, des sucres, par exemple, et je reviendrai sur les 1000 vaches juste après, sur la partie des sucres, c'est vrai que l'agroalimentaire, là-dessus, et de manière générale, la profession s'est positionnée en disant le consommateur final doit garder le choix. Pour ce choix, vous allez pouvoir trouver des produits sucrés, mais là où il ne trouvait que des produits sucrés, on va essayer de développer, d'innover en lui proposant des produits qui sont, tout en ayant un goût sucré, qui sont sans sucre. Et alors, à l'origine, on est parti avec les édulcorants de synthèse. Alors, tout au démarrage, c'était la saccharine, puis après, maintenant, c'est l'aspartame et l'acésulfame de potassium, sur lequel il y a des points positifs, et puis il y a toujours un petit doute, et puis vous vous rendez compte maintenant qu'on arrive avec des édulcorants naturels, des stevia, d'accord, qui permettent justement de répondre à ces besoins en gardant... Alors, on recherche des molécules où on dit présence de positif, absence de négatif. Donc on essaye au fur et à mesure que l'on développe des choses d'enlever le côté négatif de ces nouvelles innovations pour le charger au maximum la présence de positif. La ferme des 1000 vaches, il y a des questions effectivement. Est-ce que les vaches sont plus malheureuses parce qu'elles sont 1000? D'accord, elles sont actuellement que 500. Oui, ça c'est. Est-ce qu'elles sont plus malheureuses ou pas que dans un élevage traditionnel qui peut être tout simplement être plus petit, mais qui est peut-être au niveau de la configuration de l'endroit où elle se trouve, qui n'est peut-être pas plus facilitant pour la vache. Mais il y a un symbole très lourd. Il y a un symbole lourd, et je crois que c'est notre rôle aussi, en tant qu'ingénieur école de formation supérieure, on a des chercheurs, et d'être aussi les plus justes possibles là-dessus, et pour aider également par ces études et par exemple la mesure du bien-être animal, eh bien, pourquoi pas aller mesurer le bien-être des vaches dans une ferme de 1000 vaches comparé à une exploitation qui en aura 30 ou 40. Et puis peut-être essayer justement de faire progresser l'ensemble de la filière pour qu'il n'y ait pas peut-être que des idées préconçues, d'accord, mais que nous puissions, que la science et la recherche puissent aider à structurer une innovation. Alors une innovation qui nous permette de faire progresser tout le monde tout en étant conscient des risques. Donc une innovation que je pourrais appeler durable et raisonnée. À propos de l'innovation durable, il y a cette espèce de nexus entre la nourriture, l'eau, l'énergie, qui, suivant ce qu'on produit, ça peut être une source de grand gaspillage, une grande consommation de ressources naturelles. Si par exemple, si on nourrissait tout le monde avec de la viande, on ne pourrait sans doute pas continuer à vivre sur la planète comme on vit aujourd'hui. Oui. Comment vous voyez l'évolution à long terme de cette espèce d'ensemble où il y a à la fois la nourriture, l'eau, l'énergie, auquel se rajoute le changement climatique qui change les données C'est un équilibre dont on s'est peu soucié dans le passé parce qu'on n'avait pas la problématique devant nous. C'est un équilibre dont on est actuellement très soucieux, d'accord, de faire en sorte de maximiser les ressources naturelles et de pouvoir produire en ayant le moins d'effets néfastes sur globalement ce qu'on appelle l'environnement ou la durabilité des systèmes. Ça, c'est la première chose. Il y a également une évolution, je pense, de la conscience collective sur la consommation de certains produits, comme par exemple la viande. On se rend compte que ce sont des tendances lourdes qui commencent à... Ce ne sont pas simplement des effets de mode, mais une consommation de viande qui était quasiment journalière il y a quelques années, qui s'espace maintenant. Et quand on demande aux personnes pourquoi il y a ce changement de comportement alimentaire, on se rend compte que ce sont des points qui rentrent qui sont en fait vécus consciemment de la part des consommateurs.
Donc, c'est vraiment, je pense, c'est un équilibre qui va nous permettre, mais en ayant à nouveau une conscience dans ces nouveaux processus d'innovation et dans ces voies qui vont être choisies, qui intègrent maintenant clairement notre planète et là, le maintien de ses ressources. Dans votre question, il y avait également le point des biocarburants, les biocarburants de première génération. On se rend compte qu'assez vite, on est passé aux biocarburants de seconde génération, on parle maintenant de troisième génération. Quitte à faire pousser du blé, c'est quand même malheureux de faire du blé, de faire pousser du blé ou du maïs pour en faire du biocarburant. Donc, vous voyez, on a ouvert des voies, et puis très rapidement, on se rend compte que le côté durable devient structurant et nous aide ensuite à pouvoir, et on revient sur notre innovation, on continue à innover, mais en étant dans des... Est-ce que l'agriculture de précision dans ce domaine a des choses à dire? Ah, phénoménal. On est convaincus, on est intimement convaincus, parce que l'agriculture de précision, là où on avait précédemment des agronomes qui travaillaient avec, on va dire, des chimistes qui nous permettaient d'avoir les molécules qui permettaient de traiter, et nos agriculteurs qui permettaient de produire, d'accord. Maintenant, l'agriculture de précision, on se rend compte qu'il y a eu des progrès considérables en 30 ans sur les techniques culturales. Mécaniquement, les volumes de pesticides utilisés par nos agriculteurs, dont ils sont extrêmement conscients, souvent malheureusement, il y a l'image de l'agriculteur pollueur. Il faut savoir que ce sont les premiers à être les plus justes possibles dans leur traitement. D'accord ? Ça, c'est le point. Et on se rend compte que pour aller plus loin, eh bien, il ne faut plus simplement un chimiste, un agronome et un agriculteur. Il faut un chimiste, un agronome, un agriculteur, un informaticien, parce qu'on va traiter des données, un électronicien, parce qu'il va falloir aller chercher des capteurs, etc. Et donc, on se rend compte qu'on a besoin d'un écosystème innovant. Et cet écosystème innovant, on a des ingénieurs qui ne peuvent pas être ingénieurs et spécialistes en tout. Ça veut dire qu'il faut les apprendre à pouvoir travailler avec les autres spécialistes. C'est ce qu'on essaye de faire, de mailler, de travailler en réseau, de travailler en co-élaboration pour justement pouvoir trouver de nouvelles solutions qui n'étaient quasiment impossibles de trouver il y a une dizaine d'années. Alors, il y a deux sujets qui remontent, qui sont très, très intéressants. C'est la question que vous venez d'évoquer de la diversité. C'est-à-dire qu'on sait, en étudiant les écosystèmes innovants, que plus on a de diversité dans l'écosystème, plus on va avoir d'innovation. On sait que le fait de mixer des ingénieurs venant de mondes différents, de pays différents, avec des sociologues, avec des philosophes, etc., tous ces éléments de diversité sont des éléments essentiels dans l'innovation. Et Google, par exemple, est devenu un lieu par excellence de cette diversité. Et la Silicon Valley, structurellement, peut s'expliquer par la diversité des expériences, des pays qui sont présents simultanément dans un espace assez petit et avec beaucoup d'échanges aussi. C'est la diversité plus de l'échange, de la communication intense. Et ce qui m'a énormément intéressé en étudiant les questions d'agroalimentaire, ça a été de découvrir qu'effectivement, on retrouve en biologie la même problématique et qu'il y a toute une partie de l'agriculture qui est en train de se développer sur cette notion, non plus de la culture monoproduit, mais d'une agriculture qui recrée des écosystèmes. Notamment en Chine, on a cet exemple très intéressant où la culture du riz a complètement évolué en mixant le riz, des canards et peut-être une troisième... c'est pas les poissons ou des poissons, enfin. Et donc, ils recréaient un petit écosystème qui faisait que le riz était beaucoup plus heureux, entre guillemets, et se développait beaucoup plus vite. Les canards, évidemment, se nourrissaient aussi. Et la productivité de l'ensemble du écosystème était multipliée. Est-ce que sur cette question un peu de la biodiversité à l'intérieur même de l'agriculture, c'est un sujet que vous creusez un peu et qu'on retrouve dans la permaculture d'ailleurs. C'est un peu le thème de la permaculture en fait. Alors ce sont des...
à nouveau, ce sont des modèles qui se complètent sans forcément S'annuler. s'opposer. Oui, bien sûr. Et c'est vraiment ce qu'on essaye d'apprendre. On a quelquefois la question, et je reprends toujours parce que ça me frappe lorsqu'on voit les... Alors, les jeunes qui viennent nous voir aux journées portes ouvertes, pas nécessairement, mais leurs parents, certains nous disent, alors Alissa, vous êtes pour ou contre les OGM? Oui, D'accord. pour ou contre Vous êtes le pour bio. ou contre le bio? Oui, C'est-à-dire, vous enseignez quoi? On leur dit, écoutez, Mm. on n'est ni pour ni contre. Par contre, oui, on va expliquer comment on fait les OGM et on va donner les côtés positifs et les risques des OGM. Même chose pour le bio. Et après, ce qu'on demande, c'est on donne aux jeunes et aux étudiants, d'accord, la capacité après à se faire leur propre opinion, leur propre idée et de pouvoir travailler dessus. Donc, on est vraiment sur une complémentarité plutôt qu'une opposition de système. Ça, c'est une chose qu'on retrouve énormément aujourd'hui, c'est plutôt que le ou, le et. Le et. Voilà, Le et. arrêter d'opposer Voilà. les systèmes anciens avec les systèmes nouveaux, mais plutôt être dans une sorte d'intégration des différents apports et une meilleure harmonie entre ce que peut apporter chaque dimension. Alors, un exemple, on a depuis longtemps, on connaît, je vais prendre l'exemple dans l'agriculture, la rotation des cultures. Oui, d'accord. voilà. Bon, ça, c'est quelque chose qui est empirique et ancestral. On est en train de voir de nouvelles, alors on pourrait dire des nouvelles, mais en fait ce sont des anciennes techniques. On parle de l'agroforesterie maintenant. Oui, j'ai des arbres, l'agroforesterie. C'est typique. L'agroforesterie, l'année dernière, dans le cadre de notre 50e anniversaire, on a fait un certain nombre, on appelait des grands amphis, c'était des conférences le soir sur des thématiques. Puis on en a fait une sur l'agroforesterie. J'ai 2 enseignants de notre équipe qui sont venus me voir en me disant, tiens, on ferait bien une conférence là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? Allez, on y va. On ouvre un amphi, on ne savait pas trop combien on allait voir de personnes, on a eu quasiment 200 personnes qui sont venues sur l'agroforesterie. Donc on a bien une sensibilisation, une sensibilité qui est intéressante. Voir le succès de Pierre Rabhi aujourd'hui en France, quand il prend la parole, on se retrouve avec 1000 personnes facilement. Donc ce sont des choses qui maintenant, l'intérêt c'est qu'on... Alors également, on est dans une société et qui nous permet de transférer l'information et qui nous permet d'échanger sur cette information qui n'a rien à voir avec ce qu'on vivait il y a 20 ans. Et ça aide également à faire bouger et à faire évoluer les idées. Comment vous expliquez la résistance relative des Français aux OGM comparé à d'autres pays? Je crois qu'il y a une suspicion qui... alors déjà, tout au démarrage, je crois qu'au niveau scientifique, on a mal fait notre boulot parce que, si vous allez bien chercher, une des problématiques, c'est que pour mettre un traceur au niveau du gène, on a été utiliser un traceur d'un ancien antibiotique. D'accord. Et donc déjà, ça, c'était peut-être scientifiquement très intelligent. Je crois que, marketingment parlant, pour pouvoir mettre ce produit au niveau du consommateur final, il y avait un biais là-dessus. Il y avait un marqueur négatif. Un marqueur négatif, d'accord. Donc, j'avais voulu mettre du positif, mais j'ai mis une présence de négatif dedans. C'est là où peut-être, déjà, dès la recherche en amont, avoir cette connexion avec une finalité et puis de savoir un peu la façon dont le produit voulu sur lequel on recherche peut être accepté au final, c'est peut-être pas si bête non plus. Pourquoi pas de travailler également avec l'utilisateur final. Et puis tout ça, on a créé, un peu une suspicion vis-à-vis du consommateur qui, parfois, c'est pas évident quand on est consommateur final dans le brouhaha de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Et comme il y a un doute, c'est pas très clair, hop, on se remet plutôt, on se retranche derrière plutôt une position plus de protectionniste dans le doute. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous me direz pourquoi est-ce que les Américains l'utilisent de manière aussi large, d'accord. Bon, il n'y a peut-être pas eu ces débats au début, et ils ont peut-être mangé des OGM avant de savoir qu'ils mangeaient des OGM. J'ai envie de retourner la question à Jean-Éric, parce qu'il a une observation mondiale. Comment ça se passe, les OGM, dans le restant du monde, justement? Je n'ai pas d'informations précises là-dessus, mais ce qui est certain, c'est que par exemple aux États-Unis, c'est très accepté. Mais c'est culturellement, il y a des sociétés pour qui la technique pose moins de problèmes. Pareil au Japon, par exemple, il y a une culture très pro-robot. Chez nous, c'est plus compliqué. Alors que dans les pays européens, il y a peut-être plus de résistance. Alors, vous mettez le point sur quelque chose qui est extrêmement important en alimentaire, c'est les comportements alimentaires. Oui.
En France, particulièrement, l'alimentaire tourne autour du plaisir, du partage, avant toute chose. Et puis, on sait très bien que bien manger est également une façon de bien se tenir, d'être en bonne santé. Oui, puis c'est central dans la culture. C'est central dans notre culture. C'est comme le business aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis, par exemple, vous savez, la relation à la nourriture est différente. Et donc, la relation étant différente, il y a des choses qui passent beaucoup mieux et qui ne passent pas dans d'autres pays pour des questions, je pense, également de culture, où le rationnel scientifique n'explique pas tout. Alors, oui. Oui, à propos de ce système d'innovation, là, tout à l'heure, vous avez dit, vous avez parlé de traitement de masse pour nourrir les masses de population. Il y a de très grands groupes, je ne sais pas si on peut les qualifier d'industriels, mais qui produisent de la nourriture, du grand céréalier jusqu'aux grandes entreprises comme vous avez été. Comment est-ce que s'organisent ces écosystèmes innovants? Est-ce qu'ils sont quasiment tous dans les grands groupes ou est-ce que ça naît à droite et à gauche? Quelles sont les conditions requises pour que ça démarre et qu'ensuite ça prenne souche, quoi, que ça se développe? Alors, votre question, elle nous éclaire également sur c'est quoi l'agriculture de demain? Qu'est-ce qui va permettre de nourrir le monde? D'accord. Et on pense que l'agriculture de demain, et à nouveau les systèmes ne pourront pas s'opposer, j'aurai toujours des centaines d'hectares et des zones qui produiront beaucoup et qui permettront, dont ensuite le challenge sera non seulement de produire, mais également de pouvoir transporter là où il y a des besoins. Et puis l'autre challenge, c'est de savoir produire localement, c'est-à-dire comment produire bien et partout. Donc c'est ça. Le système va trouver son équilibre sur le comment produire bien et comment produire partout. Oui, encore une fois, c'est pas l'opposition de l'un contre l'autre, ça va être. Mais je crois qu'on arrive un peu vers la fin. Peut-être une dernière question. Produire bien et partout, parce que quand on voit toutes les technologies potentiellement disponibles, en termes d'informatique, en termes d'énergie solaire, en termes de toutes les cultures hydroponiques, par exemple, en termes d'OGM, on a l'impression qu'on peut quand même transformer de manière assez radicale les conditions de développement de l'agriculture. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a beaucoup de barrières, beaucoup de freins à ces transformations. Quels sont aujourd'hui pour vous les principaux obstacles au développement d'une agriculture performante, adaptée localement, saine Je crois que c'est surtout, il faut regarder là dans le passé et sur quel modèle s'est construit l'agriculture. On est sur des modèles qui ont d'abord été, disons, nationaux, d'accord, et qui se sont trouvés confrontés à l'émergence d'un marché mondial, avec des systèmes économiques qui n'étaient pas construits de façon identique sur les différentes zones. Et je crois qu'on a besoin de peut-être rebattre les cartes, d'accord, et de voir comment on va pouvoir, parce que le système, la production agricole, l'enjeu est bien mondial et bien planétaire maintenant. Et comment réussir à faire évoluer ces systèmes qui se sont développés sur des politiques nationales, d'accord, et de les faire évoluer. Et bien souvent, les barrières sont économiques avant tout, d'accord, de pouvoir les faire évoluer sur un modèle qui remettra à équité, d'accord, ou à égalité de dignité les différents systèmes de production. Mais comment vous voyez l'avenir Je reviens sur, je suis convaincu qu'une production également locale, parce qu'on va être sur la fabriquer quelque part pour transférer ailleurs, actuellement ça marche. Du moins ça a bien marché parce que le coût de transfert était négligeable. On est sur d'autres problématiques maintenant et je pense que ce coût de transfert, ce coût de transport ne va plus être négligeable. Et on va pouvoir revenir d'autres systèmes de fabrication, d'autres systèmes de production qui nous permettront de mieux équilibrer nos réserves énergétiques. Oui, quand on étudie l'écosystème innovant alimentaire sur le siècle précédent, ce qui saute aux yeux, c'est d'abord l'influence considérable du pétrole qui a permis à la fois justement le transport, parce qu'on s'aperçoit que dans les civilisations qui n'avaient pas le pétrole, ou les transports, enfin l'un étant lié plus ou moins à l'autre, on était dans des famines endémiques, donc pour la bonne raison que quand
il y avait des mauvaises récoltes dans un endroit, on pouvait difficilement amener massivement la nourriture de l'extérieur. Donc on voit bien que la population planétaire stagne autour d'1 milliard d'êtres humains, sans doute à cause de ces limites et cette famine endémique dont l'histoire garde la mémoire, mais qui nous semble aujourd'hui extrêmement lointain, alors que c'est en fait encore très récent, et surtout que ça a été la condition humaine pendant des millénaires. Donc il y a cette influence du pétrole, et on voit bien aujourd'hui que dans le siècle qui vient, ou peut-être même dans les 10 ans qui viennent, il va falloir sortir du pétrole. Et les pétroles, c'est à la fois la circulation de l'alimentation, puisque 90% de la circulation des biens se fait à partir du pétrole, encore aujourd'hui, alors qu'on sait que cette dépendance est dangereuse. Et aussi, comme vous l'avez dit, les intrants sont essentiellement des produits dérivés du pétrole. Et dans le même moment, on découvre que finalement, le paradoxe, c'est qu'il existe à peu près la même quantité de personnes en obésité et en surpoids et en suralimentation qu'il n'y a de personnes sous-alimentées. Donc on voit bien qu'en fait, on a eu un modèle qui nous a permis de passer de 1 milliard à 6 milliards, et c'est là où il faut raison garder et se rendre compte que même si aujourd'hui on peut le critiquer, il nous a fait franchir un cap majeur, mais c'est vrai aussi qu'on s'aperçoit que pour le futur, que l'ensemble de notre écosystème d'innovation alimentaire doit complètement se transformer, se libérer du pétrole. Vous l'avez dit avec la question de plus en plus discutée de doit-on faire circuler un yaourt sur des milliers de kilomètres ou une carotte? Quel est le sens de tout ça? D'autant plus qu'on sait maintenant qu'elle perd des vitamines, etc., en cours de route. Et d'autre part, comment, effectivement, et vous l'avez très bien évoqué, se libérer au maximum des intrants, dans la mesure où, là encore, nous sommes dépendants du pétrole. Alors, peut-être que dans ce contexte-là, quelle serait une vision globale d'un nouveau système d'innovation planétaire de l'alimentation? Est-ce que, par exemple, on va, certains savants me disaient ça en me disant, mais aujourd'hui, la nourriture pour chien, enfin c'est ou pour animal, est beaucoup mieux dosée, les croquettes sont beaucoup mieux adaptées, parce que là, on maîtrise complètement ce qu'il y a dedans. Et finalement, les plus mal nourris aujourd'hui, c'est les êtres humains qui mangent ce qu'ils veulent, donc en fait de la graisse et du sucre, ce qui est très nocif, alors que leur chien de compagnie, à qui on achète des croquettes, est beaucoup mieux nourri, et beaucoup plus précisément. Donc est-ce que le futur de l'alimentation planétaire, c'est des croquettes ? Le futur ça ne sera pas des croquettes, j'en suis intimement convaincu, et ça ne sera pas non plus des pilules que vous aurez dans votre assiette et qui vous donneront exactement les choses dont vous avez besoin. Parce que ça, on l'a prédit déjà depuis longtemps. On sait que ça n'arrive pas et on est convaincu que ça n'arrivera pas. D'accord ? Parce que je pense que on a quelque chose d'important. Il y a cette prise de conscience collective qui est extrêmement importante. On a des personnes et des générations qui sont sensibilisées en se disant de toute façon, on ne peut pas continuer sur le même modèle. Oui, c'est ça, donc il y a une véritable volonté de changement. Ça, c'est sûr. Vous le sentez chez les jeunes très largement. C'est évident, c'est très clair. C'est très clair, ils viennent, mais ce n'est pas simplement... On parle souvent de greenwashing, ça veut dire on en met un petit peu. Là, c'est profond, et ils le pensent vraiment. Et surtout, on le voit dans leurs actes. Ah oui. On le voit dans leurs actes. Il y a également une autre chose qui est importante, sur laquelle on a déjà pris conscience et sur laquelle il y a des véritables actions, qui tournent autour de tout ce qui est le gaspillage alimentaire. Plein de choses. 50% de l'alimentation est gaspillée par le process industriel. Non, pas par le process industriel, après. Et puis, les conditions de distribution, parce qu'à un moment, effectivement, et puis également par les conditions de marché. Il y a également, j'ai vu une pub là tout récemment avec une carotte qui était mal formée et sur laquelle on lui disait pourquoi est-ce que je ne la mange pas parce qu'elle n'est pas belle, d'accord, alors qu'elle a toutes les qualités d'une carotte normale. Et je trouve que cette conscience, ça c'est pas simplement du marketing, parce que c'est vraiment faire en sorte, quand je disais produire bien, produire mieux et produire partout, là-dedans c'est également faire en sorte que chaque kilo produit, on en tire le maximum et on en gâche le minimum, d'accord. Et je crois que c'est tout cet ensemble-là qui va nous permettre d'évoluer. Et j'ai une confiance, mais alors infinie,
envers les nouvelles générations. Parce qu'ils ont vraiment ça ancré en eux et ils ont plein de choses à nous apprendre. Voilà. Merci beaucoup. C'est une magnifique conclusion. Donc, merci de votre témoignage. Un grand merci à vous. Clap et fin, Voilà. pause.